Nous sommes ravis d'accueillir Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. Vous avez lu Les Échos ce matin, on va en parler. Bercy prépare un nouveau plan d'économie. Vous avez peut-être lu Le Monde d'hier. Est-ce qu'il y a vraiment un divorce entre François Hollande et les Français ? Je ne crois pas. Il y a une crise profonde. Il y a des difficultés. Nous savions, lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, qu'il nous faudrait affronter un contexte difficile. Nous le faisons en prenant nos responsabilités. Et nos responsabilités nous conduisent à poursuivre la stratégie qui est la nôtre de rétablissement des comptes publics, de confortement de notre appareil productif pour que nous retrouvions le chemin de la croissance, pour que le chômage diminue. Et cela nous oblige, c'est vrai, à prendre des décisions difficiles. Mais quand le tumulte est là, quand les difficultés sont devant... Là, vous l'avez vu, Le Monde. Il y a des enquêtes qui sont faites par tous les instituts de sondage. Les gens en ont par-dessus la tête. D'accord, je suis bien élevé ce matin, c'est normal. Par-dessus la tête de la surfiscalisation à la française. Ils n'en peuvent plus. Je vais vous donner des chiffres précis. En 2011, il a été prélevé 20 milliards d'euros sur les Français. En 2012, le précédent gouvernement avait prévu en loi de finances initiale d'en prélever 13 de plus. En loi de finances rectificative, l'actuel gouvernement en a prélevé 8 et en 2013, 20. Ça veut dire 33 en l'espace de 4 ans pour l'ancienne majorité, 28 pour l'actuel. Dans le budget que je présente devant l'Assemblée nationale... Avec les chiffres sont contestés. Les gens considèrent qu'à terme, vous allez en prélever 40 plutôt que 30 auparavant. Les chiffres sont précisément ceux-là. Et dans le budget que je présente pour 2014, c'est 1 milliard de plus. C'est-à-dire qu'on passe de 20 à 1 milliard. Si je neutralise l'effet de la lutte contre la fraude fiscale, parce que chaque euro qu'on récupère sur ceux qui fraudent, c'est un euro qu'on vous avez les chiffres d'ailleurs sur les Français qui paient. Vous avez les chiffres, puisque vous êtes justement l'homme concerné, du montant des sommes qui ont été récupérées et du nombre de dossiers qui ont été traités. Oui, on a, depuis que j'ai pris ma circulaire au mois de juin, qui définit un barème de régularisation des fraudeurs, il y a 4500 dossiers qui ont été déposés devant l'administration fiscale, c'est-à-dire en 3 mois, plus qu'au cours des 2 dernières années. Et la somme totale récupérée par l'État ? On attend pour 2014 sur les fraudeurs personnes physiques 1 milliard et 1 milliard sur les entreprises. Donc dans le budget 2014, j'attends de la lutte contre la fraude fiscale 2 milliards de rendement. Et si je suis déterminé à faire en sorte que tous les budgets jusqu'à la fin du quinquennat soient ajustés exclusivement par des économies, c'est parce que je pense qu'il y a un effort à faire sur la dépense publique pour que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne. Et c'est parce que je pense aussi que nous ne pouvons plus ajuster les budgets par des prélèvements supplémentaires. Donc mon discours, ma méthode, mon objectif est simple. Cap sur les économies. Mais alors pourquoi François Hollande est-il si impopulaire et pourquoi à chaque fois parmi les événements ou en tout cas les occurrences qui sont données par les interviewés, il y a toujours la fiscalité ? Mais vous savez très bien qu'on est pratiquement le recordman du monde des prélèvements publics. Je veux répondre à ces 2 questions. Pour ce qui concerne la popularité, nous sommes dans une situation où nous devons à la fois redresser les comptes en prenant des décisions difficiles, redresser notre appareil productif, retrouver le chemin de la croissance pour que le chômage diminue. Et vous savez à quel point le chômage mine la société française. Sur les comptes, on va y revenir parce qu'il y a des questions d'économie, c'est pas simplement un problème de fiscalité. Mais nous devons faire tout cela dans un contexte où la crise dure depuis très longtemps et à miner le moral des Français. Donc il est très difficile d'être populaire lorsque vous êtes confronté à une crise aussi profonde, qui s'est enquistée depuis si longtemps, et que pour la surmonter, vous devez prendre des décisions aussi difficiles. Ça, c'est pour l'impopularité. Pour ce qui concerne les impôts, parce que je veux répondre à cette question, je vous ai donné la séquence des prélèvements, je vous ai dit ce que je faisais cette année, je suis le ministre du Budget qui, depuis 4 ans, fait les prélèvements les moins importants sur les Français pour les années qui viennent, et pour la suite de la séquence, 2015, 2016, 2017, je vous dis les choses clairement, exclusivement des économies en dépenses. Pardonnez-moi d'insister, vous avez lu cette enquête du Monde. Les gens sont persuadés du contraire. Pardon, ils prennent les 75%, on dit 2 ans, mais ils disent quelle est la garantie que nous offre l'État sur la fiscalité des entreprises ? Vous savez très bien qu'il y a eu un couac à Bercy, que c'était pas le même point de vue entre vous, probablement, et Pierre Moscovici. Donc c'est vrai que c'est flou. Tout ça, attendez, il n'y a que des journalistes s'amusent à faire des chroniques. Mais ils s'amusent pas. Non, c'est un sujet trop sérieux. Oui, c'est un sujet sérieux, mais ce qui est dit sur la manière dont les choses se sont passées entre Pierre Moscovici et moi sur la question de la fiscalité des entreprises ne correspond pas du tout à la réalité. Vous voulez dire que vous êtes comme ça, main dans la main depuis le début ? Mais bien entendu. Donc pourquoi Le Monde écrit le contraire ? Vous êtes comme ça. Vous les interrogerez. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque Le Monde écrit cet article, moi je ne suis pas interrogé. Donc on ne m'a même pas demandé mon avis sur la nature de mes relations avec Pierre Moscovici. Et puisque vous me le demandez, je vous le donne. Mes relations avec Pierre Moscovici sont
tout à fait excellente. Nous travaillons ensemble dans un contexte difficile, main dans la main. Et lorsque nous avons des choses à nous dire, parce que j'ai une certaine franchise, nous les disons, mais pas devant vous. Et ça n'altère pas la qualité de nos relations. Mais ça altère l'autorité de François Hollande. Mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument que Pierre Moscovici et moi soyons dans une relation dissonante ? Je vous dis le contraire. Parce qu'on a l'impression que sur le plan fiscal, les choses évoluent. Oui, mais attendez, Guillaume Durand, il faudrait arrêter de faire des commentaires sur des impressions. Moi, je ne suis pas le ministre des impressions. Je n'en ai pas le loisir. Je suis le ministre de la réalité. La réalité, c'est quoi ? Ce sont des déficits à combler. Ce sont des économies à mobiliser. Mais c'est un discours de vérité à tenir. Pour savoir que la politique, c'est aussi ça. Oui, mais quand on est confronté à ça... Parce que si c'était une histoire de chiffres, il n'y aurait pas de général de Gaulle, il n'y aurait pas François Mitterrand. Justement, parce que je sais que la politique, c'est aussi ça, je pense qu'il est du devoir de ceux qui ont une parole publique dans le vacarme, dans la difficulté, dans l'inquiétude des Français, de faire des choses simples. Et je termine. 1. Être capable d'entendre l'inquiétude des Français lorsqu'elle s'exprime. Les Français ont besoin de sentir que le gouvernement les entend et les comprend. 2. Dire la vérité. Oui, ne pas l'occulter. C'est ce que je fais ce matin dans les Échos. Et 3. Dire comment l'on va faire face à la réalité pour la surmonter et réussir à sortir de la crise. C'est simple. C'est un discours qu'auraient pu tenir d'autres en d'autres temps. C'est la méthode qui a inspiré, dans des contextes très difficiles, des acteurs politiques comme Pierre Mendès France. C'est là la source de mon inspiration, et je pense que c'est ainsi qu'il faut se comporter. Sur le détail des mesures, on y arrive dans une seconde. Oui. Dites-moi solennellement ce matin, les impôts n'augmenteront plus en France. Je vous dis solennellement ce matin, et je m'y tiendrai, qu'en 2015, 2016, 2017, l'ajustement du budget se fera sans recours à l'augmentation des prélèvements obligatoires, exclusivement par des économies en dépenses. Ce ne sera pas facile. C'est un ralentissement de la progression des dépenses ou c'est de vraies économies ? Mais toutes les économies conduisent d'abord à absorber le tendanciel d'augmentation des dépenses et au-delà. D'ailleurs, je le fais dès cette année. Prenez les dépenses de l'État cette année. Les dépenses de l'État, elles augmentent mécaniquement de 7,5 milliards. J'ai fait 9 milliards d'économies sur l'État. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que les dépenses de l'État vont diminuer en 2014 d'1,5 milliard. Donc, les économies, ça consiste à absorber le tendanciel d'augmentation de la dépense publique et au-delà, pour aboutir à une diminution nette des dépenses. Je vous signale d'ailleurs, Guillaume Durand, que cette année, c'est 15 milliards d'économies. La révision générale des politiques publiques, qui inspirait le précédent gouvernement, c'était 10 milliards d'économies entre 2010 et 2013. Et les 3 milliards que vous évoquez ce matin. Et 15 milliards en un an. Donc vous voyez à quel point nous avons fait monter en puissance les économies. Et je veux poursuivre sur ce chemin. Et justement, les 3 milliards que vous évoquez ce matin dans les colonnes de nos confrères Les Échos ? Non, les 3 milliards que j'évoque ce matin, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en fin de gestion, pour tenir les objectifs de maîtrise de la dépense, parce que le ministre du Budget est aussi comptable de cela. Comment faire vis-à-vis de Bruxelles ? Mais bien entendu, mais pas simplement vis-à-vis de Bruxelles, vis-à-vis des Français. Il y a des engagements qui ont été pris de réduction des déficits et de la dépense publique. Ils doivent être tenus. Donc le rôle du ministre du Budget en fin de gestion, c'est-à-dire en fin d'année, c'est de veiller à ce que la dépense soit tenue. Pour que la dépense soit tenue, il y a une méthode très simple. Et sur cette méthode, il n'y a pas de possibilité de défausse. C'est tout crédit supplémentaire doit être gagé par des ouvertures de crédit, des annulations de crédit sur le gel. Voilà ce que je veux faire. Il n'y aura pas d'ouverture de crédit qui ne soit gagée parce que je ne veux pas que la dépense publique dérape. Est-ce que vous allez réformer l'assurance vie comme on en parle avant la fin de l'année ? Il y a un projet d'une réflexion en cours qui doit se traduire en loi de finances rectificative par une réforme de l'assurance vie qui est destinée à faire en sorte que ce qui est placé en assurance vie soit orienté vers le financement du logement et de l'économie parce que c'est là aussi la condition de la croissance. Est-ce que Mme Duflot n'est pas totalement délirante quand elle garantit les loyers impayés sur quoi ? Sur l'argent de l'État, encore une fois ? Non, mais nous devons faire en sorte que ceux qui souffrent... C'est pas délirant, ça. C'est-à-dire que les gens ne payent pas leur loyer, c'est Mme Duflot qui garantit ça. Ce n'est pas une incitation à ne pas payer les loyers pour les Français, qui pour la plupart d'entre eux d'ailleurs les paient, et parce qu'il y a une conscience dans ce pays, qu'il y a une responsabilité. On n'est pas dans un pays où les citoyens n'ont pas conscience du tout dans lequel ils vivent et des exigences de la République lorsqu'elle est confrontée à la crise. Mais il y a aussi des gens qui souffrent dans la crise et auxquels il faut être capable de tendre la main.
Mais pour vous rassurer tout à fait, je vous dirais que sur ces sujets, je suis en dialogue étroit avec Cécile Duflot pour faire en sorte que les politiques de solidarité que nous menons ne soient pas des politiques qui accompagnent le dérapage de la dépense publique. D'accord, mais... Ce qui fait que ma relation avec mes collègues sont parfois exigeantes. Oui, mais tout à l'heure, vous avez évoqué la personnalité de Pierre Mendès France. Vous savez bien que dans la majorité de François Hollande, c'est ce qui le paralyse actuellement. Vous avez quand même, j'ai employé un vocable un peu musclé, une bande de joyeux illuminés qui vivent encore sur une idée un peu gauchiste de la société, de la gestion de la société. Il y a même des gens qui considèrent que c'est le gouvernement le plus faible à titre, je veux dire, de personnalité qui est connu la Ve République. Oui, je vais vous dire qu'elle est très franchement... Oui, mais moi aussi, vous allez vous en rendre compte d'ailleurs. Quand on regarde, et j'y suis tous les mardis et les mercredis, les questions au gouvernement, que l'on voit partout, sur tous les bancs. Parfois, la démagogie s'emparait de certains orateurs qui posent des questions, la volonté, notamment dans l'opposition, d'accompagner le bourgeoisisme fiscal. On se dit que lorsque la République est confrontée à une telle crise, le poids de la parole publique doit être à chaque instant évalué. Et que nous devons faire en sorte, lorsque nous nous exprimons, de ne pas attiser, de ne pas opposer, de ne pas antagoniser, de ne pas déresponsabiliser. C'est la raison pour laquelle, dans le contexte, je crois que les Français attendent de nous, 1, de la discrétion, 2, de la cohésion, 3, de l'efficacité dans l'action. Et l'efficacité dans l'action, c'est quoi? C'est 1, la vérité, et 2, le courage, c'est-à-dire la dire et en tirer des conclusions. J'ai 3 questions à vous poser. Pardonnez-moi de vous demander des réponses rapides, elles ne sont pas de même nature. Est-ce que vous voulez que Tapie rende l'argent? Mais moi, ce que il va au pôle financier et des informations de presse ont dit que le précédent gouvernement avait arrangé justement son ardoise fiscale. C'est vrai ou c'est faux? Non, d'abord, je suis soumis sur ce sujet-là à un principe qui est celui du secret fiscal. Et dans un État de droit, dans la République, les principes sont respectés. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que l'État fera tout pour récupérer ce qui lui est dû. Deuxième question, vous parliez de la parole engagée, mais vous vous rendez compte que François Hollande, je ne sais même pas combien de fois il l'a dit, il a dit que dans 2 mois, le chômage allait se retourner. Alors voilà l'exemple le plus extravagant quand même de parole publique, il ne se retournera pas dans 2 mois le chômage. Qu'en savez-vous? Vous allez créer de l'emploi comme ça en 2 mois, sauf que soit vous donnez des contrats aidés, à ce moment-là ça coûte de l'argent, et à ce moment-là les déficits... prenons ce sujet de façon... Oui, mais justement, et prenons-le de façon rationnelle. Nous sommes dans une crise. Il y a des Français qui souffrent de cette crise depuis longtemps, qui n'ont pas accès à l'emploi, qui n'ont pas accès au pouvoir d'achat, qui n'ont qu'un horizon qui est celui de la désespérance. Est-ce qu'il est totalement absurde dans cette période, à la fois de jouer sur le confortement de notre appareil productif pour faire qu'il y ait de l'emploi privé, et d'autre part de faire en sorte qu'une chance soit donnée à ceux qui n'ont pas accès à l'emploi de pouvoir y avoir accès à travers la création de ces emplois d'avenir et de ces contrats de génération. Mais vous êtes certain sur que la parole de François Hollande sur ce point précis, qui est quand même l'un des grands engagements depuis qu'il est arrivé au pouvoir, va être tenu dans 2 mois. Mais nous sommes mobilisés pour cela. Le gouvernement, mais Guillaume Durand, un gouvernement dans la crise n'est pas un gouvernement qui doit se montrer pusillanime, qui doit oublier d'avoir des ambitions. Il doit fixer des objectifs et mobiliser tout l'appareil d'État pour les atteindre. François Hollande a mobilisé tout son gouvernement pour atteindre cet objectif. Et nous sommes déterminés à l'atteindre, et nous l'atteindrons. Le dernier point qui est important aussi, même si nous débordons, et je m'en excuse auprès de mes camarades d'LCI, mais c'est un point qui est très important. Je peux rester plus longtemps. Oui, non, suffisamment longtemps. Vous êtes un élu de l'Ouest. L'écotaxe, c'est terminé ou on est encore en train d'attendre? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez dans un secteur de la France que vous connaissez bien, qui est en train de naître une jacquerie? Ce que je considère, c'est que la République n'est pas compatible avec les ultimatums. Que la République, quand elle souffre, doit resserrer ses rangs, galvaniser ses forces pour pouvoir sortir de la difficulté. Donc, la République, c'est pas l'ultimatum. La République, c'est la cohésion, la recherche de compromis par le dialogue pour surmonter les difficultés. C'est la méthode arrêtée par Jean-Marc Ayrault. 2, il y a une discussion, une négociation qui a été engagée sur la situation globalement en Bretagne et sur l'écotaxe. Pendant le temps de ce dialogue et de cette discussion, l'écotaxe est suspendue. 3, il y a une mobilisation de tout le gouvernement. Elle n'est pas supprimée. Pendant le temps de la discussion, elle est suspendue et nous espérons que ce dialogue permettra de trouver des solutions sur tous les sujets qui se présentent à nous. Et 3, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour la présentation d'un plan global
qui montrera à la fois la détermination du gouvernement et les moyens qu'il mobilise pour aider la Bretagne à surmonter la crise. Et pourquoi François Hollande ne va pas au Congrès des maires de France? Il a peur? Mais écoutez, il est président de la République. Vous êtes quand même singulier, les journalistes et les observateurs. Quand il est trop présent, il s'occupe de sujets qui ne relèvent pas de sa fonction, et quand il se concentre sur l'essentiel, il n'est pas assez présent. Donc de toute façon, nous sommes condamnés à ne jamais vous plaire. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de réussir. Merci beaucoup, donc Bernard Cazeneuve, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes ministre du Budget. Et donc, passez la meilleure journée possible dans un contexte qui est compliqué. Nous allons retrouver évidemment nos camarades LCI. Pardon à Magali pour ce léger retard et à Christophe. Et nous retrouvons aussi Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous, Bernard Cazeneuve. Merci.